Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça marche un bulletin de salaire? Oui. C'est vrai? Non. Ouais, ok, je crois que c'est le bon moment pour faire un petit point. Alors généralement, sur un bulletin de salaire, ce qu'on lit en premier, c'est la dernière ligne. Combien? Et pourtant, ce bulletin contient énormément d'informations pour comprendre notre rémunération, nos droits sociaux et même l'histoire de la protection sociale en France. Bien lire son bulletin de salaire, ça permet aussi de repérer d'éventuelles erreurs et de défendre ce qui nous est dû au travers de notre travail. Allez, on commence. On va prendre l'exemple d'une infirmière qui travaille dans un service de la Fondation à temps plein. Elle a signé son CDI le 1er décembre 2021 et elle a récupéré 30% de son ancienneté, ce qui correspond à une entrée en février 2019. Ok, ça colle. Au passage, vérifiez bien la date d'ancienneté mentionnée sur votre bulletin de salaire. Les heures payées, elles correspondent au nombre d'heures qui serviront de base pour le calcul de votre salaire brut. Pour un temps plein sans avenant ni jour de carence, ce nombre d'heures correspond à 151,67 heures travaillées par mois. 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Ok, ça c'est bon. La valeur du point FEAP. Alors la valeur du point FEAP, c'est la valeur en euros du coefficient correspondant à votre profession. Bon, pour une infirmière, ce coefficient, c'est 477 selon la convention collective. Donc 477 fois 4,58 € égale 2184,66 €. Ouais, ça marche. Ouf. Ok, c'est bon, on a notre première ligne qui servira de base pour le calcul de notre salaire brut. À cela s'ajoute la prime d'ancienneté, ici c'est 5% du salaire mensuel de base, ce qui correspond à 5 ans. Les indemnités de dimanche et de jours fériés, ici c'est un dimanche de 12 heures. Le Ségur 1 et le Ségur 2. Et enfin, la prime décentralisée, qui en gros correspond à un versement de 5% de la masse salariale aux employés et qui est ici mensualisée. On en reparlera sûrement une autre fois. On peut y retrouver aussi les congés payés, les jours de carence liés à un arrêt maladie, la prime de précarité pour les CDD, etc. Tout ceci pour arriver au salaire brut. C'est ce salaire brut qui servira de base pour le calcul des cotisations sociales. Et il est important maintenant de distinguer deux colonnes, et aussi de faire un peu d'histoire. Rapide, hein? Avant la Seconde Guerre mondiale, la protection sociale se limite à quelques obligations concernant les accidents du travail, seulement depuis la fin du 19e siècle. C'est seulement à la sortie de la guerre que le Conseil national de la résistance adopte un programme de protection sociale pour tous et contre tous les risques de la vie. La maladie, la vieillesse et le chômage. Les prestations familiales viendront un peu plus tard. C'est la création de la sécurité sociale. Le financement est alors assuré par des cotisations sociales obligatoires et imposées au patronat. Tout ceci forme un ensemble de prélèvements dont le détail constitue le cœur du bulletin de salaire. Petite parenthèse. La mise en place de la sécurité sociale connaît depuis sa création une forte résistance de la part des organisations patronales. Les syndicats, et notamment la CGT, ont joué un rôle crucial pour soutenir la réforme proposée par le Conseil national de la résistance et imposer l'instauration des cotisations afin de financer la Sécu. Les hôpitaux, les retraites, les allocations familiales et les allocations chômage sont aujourd'hui encore financés exclusivement par ces cotisations. Depuis, de nombreuses réformes tentent de réduire la part des cotisations patronales en la transférant aux salariés. Mais bon, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Allez, fin de parenthèse. Voilà, nous avons donc deux colonnes. La colonne à déduire, on enlève aux salariés une part des cotisations, l'employeur ne paye pas, c'est le salarié qui paye. Et la colonne charge patronale, notez la sémantique, qui sera financée par l'employeur. Allez, on se lance. Première catégorie, la santé. La ligne sécurité sociale, c'est le financement du système de santé. Ça finance les hôpitaux, les remboursements de soins, les traitements, les prises en charge, etc. La deuxième ligne, c'est la complémentaire incapacité, invalidité et décès. Bon, celle-ci, elle est financée en partie par le patronat et aussi par les salariés. Enfin, la complémentaire santé, bon, ça c'est la mutuelle. On retrouve aussi une ligne de financement des accidents du travail, la ligne retraite avec le financement de la base sécu et de la complémentaire obligatoire. La distinction plafonnée et déplafonnée concerne le mode de calcul pour les salaires supérieurs à un certain montant et c'est réévalué tous les ans. La famille, alors cette ligne-là, elle permet le financement de l'ensemble des prestations versées par les allocations familiales. Et on parle de 25 allocations. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site de la CAF, au cas où. Ensuite, l'assurance chômage. Bon, cette ligne-là, elle permet de financer les allocations chômage et France Travail. La ligne autre contribution due par l'employeur, celle-là, elle mériterait quelques détails. On va y retrouver les prêts logement à 1% par exemple. Cette cotisation, elle sert à financer des prêts habitation garantis par l'État avec un taux à 1%. Là aussi, ça vaut peut-être le coup de se renseigner. On va retrouver aussi les contributions à la formation professionnelle, la contribution au Fonds national d'aide au logement, la taxe d'apprentissage, la contribution solidarité autonomie, la contribution AGS, l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, des contributions au transport. Bref, on y retrouve un grand nombre de contributions essentielles à la vie sociale. Ok, on arrive au total des cotisations et des contributions.
Bon, ça aurait pu être simple, mais là on va rentrer dans la partie calcul. Vous êtes prêts? On y va. Ici on a donc 650,59 € en cotisation salariale et 1513,64 € en cotisation patronale. On peut alors calculer notre net social. Le net social, ça correspond au total brut moins les cotisations salariales. Ça, moins ça, égale ça. Mais on n'a pas tout à fait fini. J'ai mis de côté 2 lignes, issues de plusieurs réformes, dont la toute première date de 1991. De l'huile. 2 lignes qui introduisent la CSG, la contribution sociale généralisée, et qui visent à renforcer le financement de la sécurité sociale, mais sur des cotisations salariales. À l'origine, elle était de 1,1%. Aujourd'hui, et après quelques réformes, voilà, elle est à 9,2%. À quoi s'ajoute la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, qui est de 0,5%. Et là, parenthèse, la CSG, au travers des récentes réformes, est venue compenser les baisses de contributions sociales accordées au patronat. Et c'est pas rien, on parle de pas loin de 10% des revenus. On a donc une partie du financement de la sécurité sociale qui est passée du patronat aux employés. Et c'est pas fini. Cette contribution, elle rentre dans le calcul de notre net imposable. C'est comme si on touchait l'argent, on payait des impôts dessus et qu'on le rendait. Allez, fin de la parenthèse. Revenons à nos calculs. Pour calculer ce que l'on déclare aux impôts, notre net imposable, on prend le net social, on rajoute la CSG non déductible et la CRDS, et aussi la part patronale de la mutuelle parce que c'est comme ça, et bim, net imposable. Ça y est, on l'a. Mais revenons à notre net social. Ah oui, c'est pas fini. Maintenant, on va calculer le salaire qu'on va vraiment percevoir. On y est presque. Alors, on part du net social et on va enlever les avantages en nature. Ici, les repas. Ça, moins ça, ok. Ça y est, on a le net à payer avant impôt. Tenez, vous avez vu la petite ligne là? Ouais, celle-là. Là, ils disent bien cotisation salariale, pas charge salariale. S'ils distinguent les deux dans leur logiciel de compta, c'est peut-être pas par hasard. Enfin bref. Depuis 2019, l'administration fiscale transmet aux employeurs votre taux d'imposition. Celui-ci peut être prélevé directement sur votre salaire. On a donc ici le net imposable fois le taux d'imposition égale ça. Ça, on le retire du net imposable et on a le net à payer. À côté, regardez, vous trouverez le total versé par l'employeur. Ça, c'est la valeur de votre travail. Votre travail vaut cette somme. Et en dessous, vous avez une ligne allègement des cotisations employeurs. Alors ça, c'est l'ensemble des mesures gouvernementales de réduction des cotisations patronales. Oui, j'insiste. Vous trouverez dedans l'ex-réduction Fillon, la réduction des cotisations des heures supplémentaires, le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, voilà, l'aide à l'embauche en contrat aidé, les exonérations pour les jeunes entreprises innovantes et les exonérations pour les associations. Allez, on y est presque. Dernière étape, les congés. Sur le bulletin de salaire, ils sont décomptés le mois qui suit leur prise et sont acquis l'année précédente. Vous travaillez toute une année, vous cumulez vos congés et vous pouvez les prendre l'année d'après. C'est très spécifique à la Fondation. Ici, vous avez les droits acquis pour l'année, ceux que vous avez déjà pris et ce qu'il reste à prendre. Il y a pas mal de choses à dire sur les congés, les repos et les heures de récupération, mais ça fera l'objet d'un autre petit point. Voilà, prenez le temps tous les mois de vérifier votre bulletin de salaire. Et si vous avez des questions ou des surprises, n'hésitez pas à solliciter vos représentants du personnel. Allez, on se revoit bientôt. Et on fait un petit point ?